Il y a des sujets historiques sur lesquels on croit tout savoir. Hitler en fait partie. L'homme a fait l'objet de milliers de livres, de centaines de documentaires, de décennies d'archives déclassifiées. Et pourtant, la grande majorité de ce qui circule sur lui dans la culture populaire se résume toujours aux mêmes anecdotes, les mêmes faits, les mêmes images. Ce que cette vidéo propose, c'est autre chose. Ce sont 10 faits marquants qui vont de son état de santé à ses habitudes personnelles et qui nous montrent un homme plein de contradictions, vulnérable, obsessionnel et marqué par des insécurités. De véritables failles qui changent complètement la manière de percevoir Hitler, mais aussi de comprendre l'emprise qu'il a eue sur le peuple allemand. Une fortune grâce à l'État. Une première chose que la plupart des gens ignorent sur Hitler, c'est l'étendue de sa richesse personnelle. Avant la politique, il était pauvre, très pauvre même. Après plusieurs échecs à l'école des beaux-arts de Vienne, il a vécu une période de réelle précarité dans la capitale autrichienne, sans emploi stable, sans domicile fixe par moment, survivant grâce à de petits travaux et à un maigre héritage familial. Il vendait de petites aquarelles représentant des monuments viennois à des marchands de cadres et à des touristes. Quelques couronnes par tableau, juste assez pour manger. Cette période d'humiliation, il ne l'a jamais vraiment digérée. Et une fois au pouvoir, il a tout fait pour s'assurer de ne plus jamais la revivre. La principale source de son enrichissement, c'est son livre Mein Kampf, écrit pendant son emprisonnement à la prison de Landsberg en 1924. Ce livre, qui exposait sa vision du monde et son projet politique, s'est vendu modestement dans un premier temps, environ 9000 exemplaires en 1925, l'année de sa publication. Mais à mesure qu'Hitler montait en puissance, les ventes explosaient et surtout, une pratique s'est généralisée à partir de 1933. Les municipalités offraient en effet un exemplaire aux nouveaux mariés, aux bacheliers ainsi qu'aux soldats, ce qui impliquait de l'acheter en masse. Hitler touchait donc des droits d'auteur sur chaque exemplaire. Rien qu'en 1933 seulement, le livre s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Les années suivantes, les chiffres sont comparables. L'historien américain Timothy Ryback, qui a consacré plusieurs années à étudier la bibliothèque personnelle d'Hitler, a montré que ses revenus d'auteur atteignaient des sommes considérables, plusieurs centaines de milliers de Reichsmark par an au milieu des années 30, à une époque où le salaire annuel moyen d'un ouvrier allemand était de l'ordre de 1500 Reichsmark. Il était littéralement millionnaire grâce à un livre que ses compatriotes étaient indirectement contraints d'acheter. Il percevait également des droits à chaque reproduction de son image, sur les timbres, dans la presse officielle, ainsi que sur les affiches. C'est son photographe personnel, Heinrich Hoffmann, qui gérait ses droits et reversait à Hitler sa part. Une anecdote révélatrice, quand le Reich a émis des timbres à l'effigie du Führer, Hitler a exigé de percevoir des royalties sur chaque timbre vendu, des millions de timbres, chacun rapportant. Hitler ne distinguait pas clairement ses finances personnelles de celles du parti nazi ou de celles de l'État. Les frontières étaient inexistantes. Il finançait sa résidence privée d'Obersalzberg, en Bavière, et constituait une collection d'œuvres d'art considérable, largement pillées dans les pays occupés, avec des fonds qui n'étaient pas les siens au sens strict. Également, il ne payait aucun impôt. Il avait tout simplement cessé de remplir ses déclarations fiscales dès son accession au pouvoir, et personne n'avait évidemment osé lui réclamer quoi que ce soit. Les estimations varient selon les historiens, mais tous s'accordent sur un point, sa fortune personnelle était colossale pour l'époque, accumulée non pas par le travail ou le talent, mais par la captation pure et simple du pouvoir d'État à des fins personnelles. Et comme il est mort sans descendance directe, la quasi-totalité de cette fortune est retournée à l'État allemand après sa mort. La santé d'Hitler. Le deuxième aspect méconnu concerne la santé d'Hitler, et plus précisément à quel point elle était mauvaise, à quel point il le savait et à quel point cela a influencé ses décisions. Hitler souffrait en effet depuis au moins la fin des années 1920 de troubles gastro-intestinaux chroniques et sévères, avec des douleurs abdominales, des ballonnements importants, de la constipation et des diarrhées alternées.
Ces symptômes sont attestés par plusieurs témoignages convergents de son entourage et surtout par le journal du docteur Morell, un document conservé aux archives nationales américaines à Washington, consulté et analysé par les historiens Heinrich Eberl et Hans-Joachim Neumann dans leur ouvrage de référence publié en 2009. Par ailleurs, Hitler était un hypocondriaque déclaré. Il était convaincu en effet que son état de santé était constamment menacé. Il avait une peur quasi pathologique de la maladie, peur qui s'explique peut-être en partie par le fait que sa mère était morte d'un cancer du sein alors qu'il n'avait que 18 ans, et que son frère cadet Edmund était mort de la rougeole quand Hitler en avait 11. La mort brutale de proches par la maladie l'avait profondément marqué. Concrètement, cette hypocondrie se traduisait par des comportements très particuliers. Par exemple, il faisait goûter ses repas par plusieurs personnes avant d'y toucher lui-même. Il passait des heures à lire des manuels médicaux, et ce, pour s'auto-diagnostiquer. Et il s'examinait lui-même de manière compulsive, notant le moindre symptôme inhabituel. En 1929, convaincu qu'un régime végétarien résoudrait ses problèmes intestinaux, il a profondément modifié son alimentation. Mais le régime qu'il a adopté, riche en légumes crus, en céréales, en fruits bouillis, produisait l'effet inverse de celui escompté, aggravant ses ballonnements plutôt qu'il ne les soulageait. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré le docteur Theodor Morell en 1936, lors d'une soirée organisée par son photographe Hoffmann. Morell était dermatologue de formation et avait une clientèle aisée à Berlin. Ses méthodes étaient pour le moins empiriques, mais il a réussi à soulager temporairement les troubles d'Hitler en lui prescrivant un probiotique, une préparation à base de bactéries intestinales censée rééquilibrer la flore digestive. L'effet a été suffisant pour qu'Hitler lui accorde une confiance totale et le nomme son médecin personnel attitré. Morell a tenu un journal médical détaillé tout au long de leurs années de collaboration. C'est l'une des sources primaires les plus précieuses sur la santé d'Hitler. Il y consigne des observations cliniques d'une franchise parfois saisissante, notamment par exemple, après avoir assisté à un repas où Hitler avait consommé un plateau de légumes, des épisodes de flatulence particulièrement sévères et prolongés. Pour tenter de régler le problème, Morell a prescrit à Hitler une série de remèdes de nature très diverse. Parmi les plus documentés, des pilules antiflatulantes commerciales qui contenaient, entre autres ingrédients, de faibles doses de strychnine et d'atropine. Ces deux substances sont préoccupantes à forte dose ou en usage prolongé. L'atropine en particulier est connue pour ses effets sur le système nerveux central, pouvant provoquer des états d'agitation, des sautes d'humeur, voire des épisodes confusionnels. Plusieurs médecins qui ont analysé le journal de Morell après la guerre ont estimé que la consommation régulière de ces pilules pouvait expliquer en partie certains comportements erratiques d'Hitler observés en fin de conflit. Quoi qu'il en soit, l'état de santé d'Hitler s'est dégradé progressivement tout au long de la guerre, et ceux qui l'approchaient quotidiennement le voyaient, même si personne évidemment n'était en position de le lui dire. Hitler, le sommeil et le débarquement. Troisième point, directement lié au précédent, le rapport d'Hitler au sommeil et ses conséquences concrètes sur la conduite de la guerre. Hitler était en effet un couche-tard chronique. Il travaillait régulièrement jusqu'à 3h ou 4h du matin, que ce soit seul ou en présence de ses collaborateurs, qu'il retenait parfois pendant des heures pour des discussions stratégiques ou des monologues auxquels personne n'osait couper court. Albert Speer, son architecte favori et l'un des rares à avoir laissé des mémoires détaillées sur la vie quotidienne au quartier général, décrit ces soirées comme épuisantes. Hitler parlait, les autres écoutaient, et quiconque osait montrer des signes de fatigue risquait de s'attirer ses foudres. En conséquence, Hitler se levait tard. Son valet Heinz Linge, qui a témoigné après la guerre, confirme qu'Hitler donnait pour instruction de ne pas le déranger avant 10 ou 11 heures du matin. Linge raconte qu'entrer dans la chambre du Führer pour le réveiller était l'une des tâches les plus redoutées de sa fonction. Ce rythme décalé posait un problème structurel dans la chaîne de commandement militaire allemand. Hitler centralisait les décisions. Sans lui, les généraux ne pouvaient pas agir sur les questions importantes. Et les généraux eux-mêmes étaient opérationnels dès l'aube, des vides décisionnels qui se répercutaient directement sur le terrain.
Le cas le plus documenté et probablement le plus lourd de conséquences est celui du 6 juin 1944. Ce matin-là, les forces alliées débarquent en Normandie. Les informations commencent à remonter vers le quartier général d'Hitler à Berchtesgaden dans les premières heures. Les commandants sur place, notamment le général Dollmann, qui commandait la 7e armée, demandent l'autorisation de déployer les divisions blindées de réserve, et en particulier les Panzers de la 1re division SS, et ce pour repousser l'assaut avant que les Alliés ne puissent s'installer. Sauf qu'Hitler dort, et les officiers d'état-major n'ont pas l'autorisation de le réveiller. Le général Alfred Jodl, chef des opérations, refuse lui-même de prendre la décision de le déranger. Il faudra attendre le milieu de la matinée pour qu'Hitler soit finalement informé. Mais à ce moment-là, convaincu que le débarquement normand n'est qu'une manœuvre de diversion avant une attaque principale dans le Pas-de-Calais, une conviction entretenue en partie par une opération de désinformation alliée très efficace, la fameuse opération Fortitude, il retient les renforts blindés pendant plusieurs heures supplémentaires. Quand l'ordre de déploiement arrive enfin, la fenêtre d'opportunité s'est refermée. Les Alliés ont établi leur tête de pont. Les historiens, notamment Anthony Beevor, dans son ouvrage sur le débarquement, soulignent que si les blindés allemands avaient été déployés dès les premières heures de la matinée, les pertes alliées auraient été considérablement plus élevées et l'issue de la journée incertaine. Ce qui est établi, c'est que le retard de réaction allemand ce matin-là a été réel et que les habitudes d'Hitler en sont partiellement responsables. L'addiction aux drogues. Le docteur Morel n'a pas seulement traité les troubles digestifs d'Hitler. Au fil des années, il a progressivement transformé le chef du Reich en patient chimiquement dépendant d'un cocktail de substances dont la liste est aujourd'hui bien documentée, grâce notamment à son journal médical et aux analyses conduites après la guerre par des médecins militaires américains. Tout commence avec des injections quotidiennes de vitamines et de glucose administrées à forte dose. Hitler, hypocondriaque comme on l'a dit, y voit une protection contre la maladie. Il y prend goût rapidement, à tel point que ces injections matinales deviennent un rituel indispensable à sa journée. Plusieurs témoins décrivent Hitler réclamant son injection du matin avant même d'être habillé. En 1941, alors que la campagne soviétique commence à s'enliser et que la pression sur Hitler est maximale, il tombe malade, fièvre, épuisement. Ses généraux prennent provisoirement certaines décisions sans lui, ce qui le met hors de lui quand il l'apprend. Il exige de Morel qu'il lui rende ses capacités immédiatement. Morel lui administre alors un mélange de corticoïdes et d'hormones. Hitler se rétablit en apparence rapidement et reprend le contrôle. Ce traitement devient lui aussi une routine. Puis vient ce que l'historien Norman Ohler a documenté dans son ouvrage Der Totalrausch, publié en 2015, à savoir l'introduction progressive de substances plus lourdes. Ohler a travaillé à partir des archives de Morel, des dossiers médicaux conservés aux États-Unis et d'autres sources primaires. Son travail a été salué par des historiens sérieux comme Richard Evans, l'un des plus grands spécialistes britanniques du nazisme, même si Evans précise qu'il faut se garder de tout expliquer par les drogues. Ce qui est établi de manière solide, Hitler consommait régulièrement de la pervitine, la méthamphétamine, que la Wehrmacht distribuait à ses soldats pour soutenir leur endurance lors des grandes offensives. Des millions de comprimés ont été distribués à l'armée allemande, notamment pendant la campagne de France en 1940. Hitler en prenait lui aussi. Il recevait également de la cocaïne sous forme de gouttes nasales ou oculaires prescrites par Morel pour traiter ses maux de tête et ses problèmes de sinusite, une pratique qui n'était pas aussi extraordinaire qu'elle le semble aujourd'hui, la cocaïne ayant eu un usage médical courant jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui est plus débattu par les historiens, c'est l'ampleur exacte de ces consommations et leur influence précise sur les décisions militaires d'Hitler. Ohler défend la thèse d'une dépendance lourde qui aurait significativement altéré son jugement. D'autres historiens, comme Jan Kershaw, estiment que les mauvaises décisions militaires d'Hitler s'expliquent d'abord par son idéologie et son fonctionnement mental propre et que la part imputable aux drogues est difficile à isoler. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est l'état d'Hitler dans les dernières semaines du conflit. Les témoins qui l'ont vu dans son bunker berlinois au printemps 1945 décrivent un homme physiquement effondré, avec des tremblements des mains, une démarche hésitante, un teint grisâtre, ainsi que des sautes d'humeur violentes.
Les médecins qui ont analysé ces descriptions a posteriori évoquent un tableau clinique cohérent avec un syndrome de sevrage combiné à une intoxication chronique aux diverses substances qu'il absorbait depuis des années. Hitler, Blanche-Neige et les Ovitz. En 1937, Walt Disney sort son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Le film est un triomphe technique et commercial. L'année suivante, en 1938, le régime nazi achète les droits de diffusion de plusieurs dizaines de films américains. Blanche-Neige fait partie du lot. Hitler visionne le film dans son cinéma privé de la chancellerie du Reich. La qualité des animations le frappe profondément. Pour l'époque, le niveau technique atteint par les studios Disney était sans équivalent en Europe. Les personnages se déplaçaient avec une fluidité et une expressivité que les studios allemands de l'époque étaient incapables de reproduire. Hitler, qui avait lui-même une formation de dessinateur et un rapport fort à l'image, était sensible à cela. La preuve la plus concrète de cette fascination a été découverte en 2008 dans un grenier en Belgique. Plusieurs aquarelles représentant des personnages de Blanche-Neige, dont les Sept Nains et Blanche-Neige elle-même, ainsi que des personnages de Pinocchio. Des analyses techniques conduites sur ces œuvres ont confirmé leur authenticité. Les supports et les pigments datent bien des années 40 et la signature dans le coin correspond à celle d'Hitler. Ces tableaux sont aujourd'hui conservés et leur authenticité est reconnue par les experts. Ce qui suit appartient à une toute autre dimension. En mai 1944, un convoi arrive à Auschwitz-Birkenau. Parmi les déportés se trouve la famille Ovitz, 7 frères et sœurs juifs roumains originaires du village de Rožasvela en Transylvanie. Tous de très petite taille en raison d'une forme héréditaire de dysplasie. Leur père, Shimshon Eizik Ovitz, était un rabbin itinérant, lui-même de petite taille. Il avait encouragé ses enfants à développer leur talent artistique, sachant qu'ils auraient autrement peu d'accès au marché du travail ordinaire. La troupe familiale, qui se produisait sous le nom des Lilliputiens de Transylvanie, jouait dans des théâtres et des cabarets à travers l'Europe centrale. Ils étaient en tournée en Hongrie quand les Allemands ont envahi le pays au printemps 1944. Ils ont été arrêtés et déportés avec des dizaines de milliers d'autres juifs hongrois dans le cadre des grandes rafles organisées par Eichmann en quelques semaines. À Auschwitz, Joseph Mengele, le médecin SS chargé des sélections à l'arrivée des convois, s'est intéressé immédiatement à eux. Mengele menait des recherches pseudo-scientifiques sur les variations biologiques humaines dans le cadre de l'idéologie eugéniste nazie. Il avait une attention particulière pour les jumeaux et les personnes présentant des caractéristiques physiques atypiques. Les 7 membres de la famille Ovitz représentaient pour lui une opportunité exceptionnelle. Il les a donc préservés de la sélection immédiate qui envoyait la grande majorité des déportés directement aux chambres à gaz et les a soumis à une série d'examens et de prélèvements qui s'apparentaient à de la torture médicale, comme par exemple des prises de sang répétées, des extractions de cheveux et de dents, des mesures corporelles intrusives, ainsi que d'autres tests douloureux. Tout cela était consigné dans des notes qui devaient alimenter ses travaux sur l'hérédité. Ce que la famille Ovitz a raconté après la guerre, notamment Perla Ovitz, la dernière survivante, dans ses mémoires publiées en 2004 et intitulées « Nous étions différents », c'est que Mengele, sachant qu'Hitler admirait Blanche-Neige, a voulu organiser une sorte de spectacle filmé avec eux. Sous la contrainte absolue, propre au contexte du camp, la famille a été en effet forcée de se produire devant des officiers SS. Les 7 membres de la famille Ovitz ont survécu à Auschwitz et ont été libérés lors de l'avancée soviétique en janvier 1945. C'est l'une des très rares familles entières à avoir survécu au camp. Perla Ovitz est décédée en Israël en 2001 à l'âge de 80 ans. Cette histoire relie 2 réalités que rien n'aurait dû faire se croiser. La passion d'un dictateur pour un film d'animation et la machinerie d'un régime capable de transformer n'importe quelle obsession en instrument de violence. La mise en scène du pouvoir. Un aspect souvent négligé dans l'analyse d'Hitler, c'est la dimension profondément calculée de sa présence publique.
Ses discours donnent l'impression d'une énergie brute, incontrôlable, une parole qui jaillit, qui déborde. Et c'est précisément l'effet qu'il cherchait à produire. Mais derrière cette apparence de spontanéité, il y avait en fait un travail méthodique et obsessionnel de construction de l'image. Hitler avait engagé son photographe personnel Heinrich Hoffmann, non seulement pour documenter ses apparitions publiques, mais aussi pour l'aider à calibrer sa posture et ses gestes lors des répétitions. Hoffmann a décrit cette pratique dans ses propres mémoires publiées après la guerre. Avant les grands discours, Hitler répétait devant lui. Il essayait différentes positions de bras, différentes expressions, différentes façons de tenir son corps. Hoffmann le photographiait pendant ses séances. Hitler étudiait ensuite les clichés et décidait de ce qu'il conservait ou abandonnait. Tout ce qui ne lui convenait pas devait être détruit, négatif compris. Hoffmann n'a pas tout détruit. Une partie de ses photographies de répétition a survécu et elles sont aujourd'hui conservées dans des archives. Ce qu'elles montrent tranche radicalement avec l'image publique d'Hitler. On y voit en effet un homme qui cherche, tâtonne et hésite, des positions inachevées et des expressions indéterminées. Mais aussi des clichés pris en 1925, après sa sortie de prison, qui montrent un homme ordinaire en train d'apprendre à paraître extraordinaire. Au-delà de l'aspect anecdotique, ces photos révèlent quelque chose d'essentiel. Hitler comprenait que le pouvoir ne s'exerce pas seulement par la force ou les décrets, il s'exerce aussi par l'image, par la capacité à convaincre, à fasciner et à souder un groupe autour d'une représentation. Il n'improvisait pas, il construisait, répétition après répétition, le personnage qui allait entraîner des millions de personnes. C'est l'une des leçons les plus inconfortables que l'histoire d'Hitler enseigne. Le charisme politique peut être travaillé, façonné et produit. Ce n'est pas une qualité naturelle, mystérieuse ou bien réservée à quelques individus d'exception. C'est en fait une technique et cette technique peut être facilement mise au service de la démagogie. La relation avec Geli Raubal. En 1928, Hitler loue une maison à Obersalzberg, en Bavière. Il invite sa demi-sœur Angela à venir s'y installer comme gouvernante. Angela accepte et emmène avec elle sa fille de 20 ans, Geli Raubal. Hitler a alors 39 ans. La relation qui se développe entre eux au cours des mois suivants est l'une des plus troublantes de sa biographie. Ce qui est établi par les historiens, notamment par Jan Kershaw, dans sa biographie de référence publiée en 2 volumes, c'est qu'Hitler s'est attaché très profondément à sa nièce et qu'il a développé envers elle des comportements de contrôle croissant. Concrètement, il l'emmenait partout avec lui, à des réunions politiques, à des restaurants, ainsi qu'à des événements publics. Elle vivait également dans son appartement munichois, où il encadrait étroitement ses fréquentations et ses déplacements. Quand Emil Maurice, l'un de ses chauffeurs et garde du corps, s'est montré proche de Geli, Hitler l'a renvoyé immédiatement. Quand des rumeurs ont circulé sur une relation avec un musicien de Linz, Hitler a exigé que cela cesse. Plusieurs témoins de l'époque, dont Ernst Amstengel, un proche d'Hitler, qui a fini par rompre avec lui et s'est réfugié aux États-Unis, ont rapporté que Geli vivait de moins en moins librement. Ce qui avait pu ressembler au départ à de la sollicitude était devenu de la surveillance permanente. En septembre 1931, Geli souhaitait se rendre à Vienne. Certains témoins évoquent un projet de cours de chant, d'autres des raisons plus personnelles. Quoi qu'il en soit, Hitler s'y est opposé et une dispute a éclaté. Le 19 septembre 1931, Geli Raubal a été retrouvée morte dans l'appartement munichois qu'elle partageait avec Hitler. Une balle dans le thorax, tirée avec le pistolet d'Hitler. Une lettre non terminée a même été retrouvée sur son bureau, mais elle était adressée à une amie à Vienne et ne constituait pas une lettre d'adieu. Geli a reçu des funérailles catholiques à Vienne, ce que les règles de l'État catholique auraient normalement interdit. Hitler, lui, n'a pas assisté à la cérémonie. Il était en déplacement en Allemagne au moment du décès, ce qui lui a fourni une sorte d'alibi. L'affaire a fait l'objet d'une attention médiatique intense à l'époque. La presse d'opposition a posé des questions et le parti nazi a exercé des pressions pour étouffer les enquêtes. Les circonstances exactes de la mort de Geli Raubal n'ont jamais été pleinement élucidées et font encore l'objet de débats parmi les historiens. Ce que cette histoire révèle avec certitude, c'est la nature du rapport d'Hitler aux autres dans sa sphère intime, à savoir l'emprise totale, l'incapacité à laisser exister autrui librement, mais aussi la confusion entre amour et possession.
Ce qu'il imposait à l'échelle d'un pays, il le reproduisait à l'échelle d'une seule personne. Le projet Germania. Parmi les projets les plus révélateurs des ambitions d'Hitler, il y a celui qu'il nourrissait pour Berlin. Dans sa vision d'un Reich millénaire, dominant le monde, la capitale allemande devait être transformée en centre de gravité planétaire. Rebaptisée Germania, elle aurait symbolisé la suprématie du régime sur l'ensemble de la civilisation humaine. Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler, a été chargé de concevoir cette nouvelle ville dès 1937. Les plans qu'il a élaborés sont d'une démesure difficile à imaginer. Speer les a lui-même décrits en détail dans ses mémoires publiés en 1969, au cœur du Troisième Reich, l'une des sources les plus précieuses sur la relation entre les deux hommes. Deux boulevards centraux de 120 mètres de large devaient traverser la ville en croix. Des bâtiments gouvernementaux néoclassiques aux dimensions gigantesques devaient remplacer les quartiers existants. Et au centre du projet, une grande salle de rassemblement, la Volkshalle, était prévue pour accueillir 180 000 personnes, sous un dôme de 250 mètres de hauteur. Pour comparaison, le dôme de Saint-Pierre de Rome fait 132 mètres. Speer a noté dans ses mémoires quelque chose de révélateur sur la façon dont Hitler s'investissait dans ce projet. Les deux hommes passaient des soirées entières, souvent après minuit, dans l'atelier de Speer, proche de la chancellerie, à examiner des maquettes, à déplacer des bâtiments, à discuter de lignes de vue et d'effets de perspective. Hitler voulait que les avenues soient assez larges pour que les colonnes de soldats qui défileraient soient visibles sur plusieurs kilomètres. Il imaginait les discours qu'il prononcerait sous ce dôme géant. C'était une obsession nocturne dans laquelle il s'immergeait avec une concentration totale. Quelques travaux préliminaires ont effectivement commencé, notamment la démolition de certains bâtiments et des études de sol, mais le projet a été officiellement suspendu en 1943, les ressources étant entièrement absorbées par la guerre. Ce que ces plans révèlent, c'est la logique interne de la pensée d'Hitler. Tout devait être monumental, tout devait écraser et tout devait signifier la domination éternelle. Il n'imaginait pas diriger un État, il imaginait régner sur un empire sans limite. Et cette incapacité à penser à l'échelle humaine se retrouve dans chaque dimension de son action politique et militaire. La naissance de la Volkswagen. Il y a un objet du quotidien dont l'origine est directement liée à Hitler et dont la plupart de ses propriétaires ignorent totalement l'histoire. Cet objet, c'est la coccinelle Volkswagen. Hitler n'a jamais appris à conduire. Il se déplaçait systématiquement avec des chauffeurs, notamment Julius Schreck, son chauffeur personnel, puis Erich Kempka, qui occupera ce poste pendant la majeure partie de la guerre. Cependant, il était passionné par l'automobile, parce qu'elle représentait techniquement, économiquement et symboliquement. Quand il devient chancelier du Reich en 1933, il constate que l'Allemagne accuse un retard important sur ses voisins européens. En effet, moins de 1% des ménages allemands possèdent une voiture, contre environ 10% aux États-Unis. Hitler décide d'y remédier. Sa vision est simple, produire une voiture accessible à un ouvrier allemand ordinaire, une voiture du peuple, en allemand, une Volkswagen. Pour cela, il fixe un cahier des charges précis lors d'une réunion avec les représentants de l'industrie automobile en 1934. Le véhicule doit pouvoir transporter 2 adultes et 3 enfants. Il doit être équipé d'un moteur refroidi à l'air pour éviter les problèmes de gel en hiver. Il doit également atteindre 100 km/h sur les autoroutes en cours de construction. Mais ce n'est pas tout. Il doit également afficher une consommation raisonnable et son prix de vente ne doit pas dépasser 1000 Reichsmark. Les constructeurs automobiles allemands estiment unanimement le projet irréalisable à ce prix. Mais refuser n'est pas une option. Ferdinand Porsche, ingénieur de génie et fondateur du bureau d'études qui portera son nom, prend le dossier en main. Il avait déjà soumis à Hitler des concepts similaires, avant même que la commande officielle soit passée. Les deux hommes partageaient une passion pour la mécanique et s'étaient rencontrés dès 1933. Porsche travaille plusieurs années sur des prototypes. En 1936, 3 prototypes sont testés sur des routes allemandes pendant des dizaines de milliers de kilomètres, et ce pour évaluer leur fiabilité. Globalement, les résultats sont bons, mais le coût de fabrication ne peut pas descendre en dessous de 1450 Reichsmark, trop élevé par rapport aux exigences d'Hitler. Porsche présente malgré tout ses prototypes à Hitler lors d'une démonstration à Obersalzberg. Hitler les voit rouler et il est immédiatement convaincu.
La question du prix est mise de côté, un accord est conclu pour poursuivre le développement. La silhouette qui en résulte est immédiatement reconnaissable, le capot arrondi, la ligne aérodynamique et la compacité générale, une forme qui évoque un insecte. Le modèle est baptisé KDF Wagen, KDF pour Kraft durch Freude, la force par la joie. Organisation nazie de loisirs qui devait gérer le programme d'achat. Une usine est construite à partir de 1938 à ce qui deviendra Wolfsburg. Des centaines de milliers d'Allemands souscrivent à un système d'épargne pour acquérir leur voiture. Mais la guerre éclate en 1939 avant que la production civile ne puisse démarrer sérieusement. L'usine est alors reconvertie pour fabriquer du matériel militaire. Et au final, aucun des souscripteurs ne recevra jamais sa voiture. Après la guerre, sous supervision britannique, la production reprend à Wolfsburg. L'officier britannique chargé du dossier, Ivan Hirst, décide de relancer la fabrication du KDF Wagen pour les besoins des forces d'occupation. C'est lui qui, dans les faits, sauve l'usine de la démolition et lance ce qui deviendra l'une des marques automobiles les plus connues du monde. La coccinelle, le nom commercial adopté plus tard, sera produite jusqu'en 2003 à plus de 21 millions d'exemplaires au total. Les recherches médicales sur Hitler. La dernière partie de cette vidéo concerne ce que les historiens et les médecins ont progressivement reconstitué sur la santé d'Hitler à partir de sources primaires et ce que cela nous apprend sur l'homme. Commençons par ce qui est établi avec certitude. En 1923, Hitler a subi un examen médical en prison à Landsberg. Ce document, longtemps ignoré, a été retrouvé et rendu public en 2015 par les historiens allemands. Il mentionne explicitement une cryptorchidie, autrement dit un testicule non descendu dans le scrotum, resté dans l'estomac. C'est une condition congénitale qui affecte environ 3% des garçons nés à terme. Elle est traitée chirurgicalement de manière routinière aujourd'hui, mais ne l'était pas systématiquement à cette époque. Ce qui est plus incertain et doit être présenté comme tel, c'est ce que des chercheurs ont tenté de conclure à partir d'analyses ADN conduites sur des objets prétendument liés à Hitler. En effet, plusieurs équipes ont annoncé avoir séquencé l'ADN d'Hitler à partir de dents ou de fragments de tissus. Ces travaux ont suscité une attention médiatique importante, mais aussi de sérieuses réserves de la communauté scientifique et historique. La fiabilité de la chaîne de possession de ces objets, la dégradation de l'ADN après des décennies, ainsi que les risques de contamination rendent ces analyses difficiles à valider complètement. Des conclusions comme le diagnostic d'un syndrome de Kallmann, en l'occurrence une affection génétique affectant le développement hormonal, ont été avancées, mais elles restent discutées et ne font pas consensus parmi les spécialistes. Ce que l'on peut dire avec davantage de solidité, c'est ceci. Hitler n'a eu qu'une seule relation publiquement assumée sur la quasi-totalité de sa vie adulte, en l'occurrence avec Eva Braun, maintenue dans un secret presque total pendant des années. Il n'a jamais eu d'enfant et sa vie intime était réduite au minimum. Les raisons en sont probablement multiples et complexes. Évidemment, sa personnalité, son rapport obsessionnel au pouvoir, peut-être aussi des facteurs physiologiques que nous ne pouvons pas établir avec certitude. L'historien Jan Kershaw insiste sur un point important. Hitler avait construit autour de lui une image de chef ascétique, au-delà des contingences ordinaires de la vie humaine. Cette image était soigneusement entretenue et toute vie privée assumée, tout attachement visible, aurait fragilisé ce personnage. La mise à l'écart d'Eva Braun, des apparitions publiques pendant des années, servait cette logique autant que n'importe quelle autre raison. Ce qui est peut-être l'observation la plus forte que les chercheurs ont tirée de l'examen médical de 1923, c'est la suivante. Hitler lui-même présentait une condition physique qu'il aurait pu considérer, selon les critères de son propre régime, comme une imperfection génétique. L'homme qui classifiait et persécutait les autres en fonction de critères biologiques portait lui-même en lui ce qu'il prétendait combattre. Voilà, pour terminer, une dernière anecdote. Hitler entretenait une relation sélective, mais réelle, avec les animaux. Effectivement, il était sincèrement attaché à ses chiens, en particulier sa berger allemande Blondie, qui ne le quittait presque jamais. En ce sens, en 1933, le régime nazi adopta des lois de protection animale parmi les plus avancées d'Europe. Une initiative qu'Hitler soutenait au moins en partie sincèrement.
Son attachement restait cependant étroit et personnel. Il concernait surtout ses propres animaux, pas les animaux en général. Lorsqu'il reçut par exemple en 1937 une paire de tortues en cadeau diplomatique, il les fit directement transférer au zoo de Berlin sans grand intérêt. Mais ce qui rend le tout particulièrement effrayant et contradictoire, c'est le contraste absolu entre cette sensibilité affichée pour les bêtes et le mépris total qu'il manifestait envers des millions d'êtres humains.